Business, Intégral Bourse. Dernière ligne droite avant la clôture. Pour un marché en Europe qui ne fait pas grand-chose, finalement la semaine s'est jouée mardi. On gagnait 2% mardi, voilà, et on a poursuivi un peu plus lentement sur les séances suivantes. L'Eurostoxx 50 doit gagner environ 3% sur l'ensemble de la semaine. Le CAC 5147 points, on ne fait pas grand-chose et gros mouvement de réappréciation du dollar, effectivement, le dollar index qui progresse de 0,8%. Frédéric Rosier est avec nous par téléphone, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Frédéric, effectivement, la semaine s'est jouée mardi. Oui, une journée nerveusement atone, on va dire. Il se passe pas grand-chose sur le marché. On est clairement dans une phase d'attente. Déjà, ça fait 3 jours effectivement où il se passe pas grand-chose. À noter quand même dans les secteurs, 2 secteurs sous pression. Le premier est le secteur du luxe avec les résultats très mitigés de Richemont, ouais, qui entraîne le secteur, mais on le dit depuis quelque temps, le secteur est un petit peu cher par rapport à notamment ralentissement en Chine et surtout à Hong Kong. Et le secteur des télécoms avec finalement l'absence aujourd'hui de primes de spéculation autour du secteur, puisque M. Macron clairement aujourd'hui est opposé à une concentration du secteur, puis après des investissements nécessaires dans les zones blanches. Donc le secteur aujourd'hui des télécoms sont sous pression, à l'instar de ce qui se passe également dans le secteur du luxe. Oui, notamment à Paris, effectivement, vous l'avez dit, Bouygues, Orange, là qui sont en baisse de 1,5% et Numéricable aussi, effectivement, ouais. ILAD également. Maison mère de Free. Merci Frédéric, on vous retrouve dans une demi-heure à la toute fin de séance. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescard Gestion Privée. On va accueillir nos invités du Club de la Bourse dans un instant. Et c'est Frédéric Rosier qu'on retrouve, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Frédéric, effectivement, voilà, je parlais à l'instant de Benoît Cœuré. C'est lui qui a fait quand même la performance de la semaine en Europe. À nouveau, je simplifie, je grossis un peu le trait, mais quand même, ça s'est joué mardi sur les propos de Benoît Cœuré. Oui, d'ailleurs, des propos qui sont un peu sortis malencontreusement d'ailleurs. Donc ça a été assez épique cette journée-là. Depuis, on a des journées qui sont assez atones. On le voit encore aujourd'hui. On va finir autour de l'ouverture, c'est-à-dire aux alentours de 5150, avec des volumes qui se tassent depuis quelques jours. Et concernant les movers, on voit notamment le secteur du luxe affecté par les résultats assez quelconques de Richemont et tout le secteur des télécoms en Europe. On voit notamment Deutsche Telekom baisser assez fortement et toutes les entreprises télécoms en France également baisser de l'ordre de 1 à 2% aujourd'hui. Oui, sauf Altis. Alors c'est pas une télécom, c'est la holding qui détient notamment Numéricable SFR. On pourra en reparler juste après la clôture. Frédéric, merci. Le fixing 17h31, 5145 points pour le CAC, moins 0,03%. On refait la séance. On refait la séance avec nos 2 invités en plateau. Benjamin Mellman, directeur de l'allocation d'actifs d'Edmond Rothschild Asset Management. Anton Brender, chef économiste de Candriam. Et par téléphone, Frédéric Rosier, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Vous le notiez au fixing il y a quelques instants, Frédéric, la faiblesse des volumes. C'est ce qui aura aussi marqué cette semaine sur les marchés en Europe et à Paris notamment. Oui, peut-être qu'on a plus ce phénomène de flux d'ailleurs depuis quelques temps. On sait, on a connu 12 ou 13 semaines assez fortes de flux provenant des États-Unis qui se déversaient essentiellement d'ailleurs sur les indices, sur les ETF, les fonds indiciels. Ça explique aussi la relative performance notamment des valeurs moyennes. Et ce flux depuis maintenant quelques semaines, c'est parfois inversé. Là, il semble plutôt se stabiliser. Donc, on est un peu dans l'équilibre des forces, sachant qu'on a toujours une échéance le 5 juin qui est relativement importante en cas scruté par le marché. Et le marché, sur ces niveaux-là, n'a pas forcément envie de continuer son ascension, au moins sur du court terme, par précaution, sur des niveaux de valorisation, on le voit, qui peuvent sembler en tout cas excessifs, notamment dans le secteur du luxe, où on le voit bien dans des pays, notamment à Hong Kong, on a sur les pays producteurs de pétrole aussi une demande qui est plutôt faible. Et là, il y a des prises de bénéfices assez marquées. Donc c'est un marché aujourd'hui qui est en totale absence de vrais catalyseurs et qui bénéficie finalement de ce moment pour pouvoir consolider un petit peu sa position autour des 5000 et 5100 points. Bon, 5142 pour le CAC. C'est vrai que le gros de la performance de la semaine aura été fait mardi, plus 2%. Alors l'autre phénomène de la semaine aussi, c'est les taux en Europe qui ont arrêté de monter. On va dire ça comme ça, Benjamin. On a même légèrement reflué. On est passé de 0,67 à 0,60 sur le 10 ans. Voilà, on a stoppé la hausse. Alors il y a eu les déclarations de Benoît Cœuré, effectivement, qui ont sans doute aidé. Mais au moment où la BCE nous dit qu'elle est en mode
achat maximum sur le mois de mai et le mois de juin, voire des taux qui résistent d'une certaine manière, en tout cas qui se stabilisent sur un niveau de 0,60 sur le Bund, ça veut dire quoi? Qu'il y a des forces de rappel qui se sont mis en place dans le marché et que les effets techniques et l'effet d'achat de la BCE, même poussé au maximum sur mai et juin, n'aura plus autant d'impact que ça a pu en avoir dans le passé? C'est psychologique. On sait que c'est l'action de la Banque Centrale Européenne qui a été extrêmement forte et qui a propulsé le Bund à des niveaux absolument incroyables, au point même qu'on disait que bientôt le rendement du Bund allait passer en négatif. Donc le quantitative easing avait été mis en place et le fait que la Banque Centrale Européenne le remette en jeu, le rende plus vivant en disant mais on peut accélérer les achats, etc., rappelle la détermination de la Banque centrale à maintenir un niveau de taux extrêmement bas. Quel est le juste niveau de taux dans l'environnement dans lequel on est? Sincèrement, personne n'en sait rien. Mais justement, le but de la Banque centrale européenne, c'est d'éviter la volatilité sur les taux. Elle est extrêmement claire là-dessus. Et dans la mesure où elle a énormément de moyens pour pouvoir agir sur les marchés obligataires, tout le monde l'écoute. Et donc, elle stabilise effectivement le marché obligataire à ces niveaux-là. Et d'une certaine façon, ça rassure sur le fait qu'il n'y aura pas beaucoup de corrections. Si elle achète plus en mai mais qu'elle achète moins en juillet-août, enfin je sais pas, je suis pas spécialiste de la manière dont fonctionne le marché l'été, mais je sais que l'été il y a quand même moins d'intervenants, il y a des hedges qui s'amusent toujours, des hedge funds qui peuvent toujours s'amuser à faire des cas. Et c'est plus facile quand il y a moins de monde autour de la table de faire bouger les marchés. Donc il faut s'attendre quand même à encore des épisodes forts de volatilité là, sur des mois un peu creux. Le mois de mai est effectivement le mois le plus creux attendu cette année. Donc effectivement, malheureusement, la correction s'est produit à un moment où le mois était le plus creux. Donc les autres mois seront malgré tout moins creux. Et donc les phénomènes de liquidité risquent d'être moins pesants sur les prochains mois. Mais c'est pas pour autant que les problèmes de liquidité seront réglés, qu'il n'y aura pas d'autres éléments perturbateurs sur les marchés obligataires. On parlait de la Réserve fédérale tout à l'heure. La réintégration d'une politique monétaire de resserrement de la Fed peut amener également pas mal de perturbations sur les marchés obligataires. Le marché va oublier que dans son programme d'assouplissement quantitatif, dès le départ, la BCE avait dit qu'il pourrait être flexible. C'était bien qu'il le rappelle, Benoît Cœuré, en début de semaine, Antoine? Je crois que beaucoup de gens l'avaient oublié, effectivement. Mais il faut juste redire aussi que le niveau extrêmement bas des Bund, on l'avait atteint pratiquement avant que la BCE ne commence à acheter quoi que ce soit. Et donc c'était largement un effet d'anticipation qui avait amené le Bund sur les niveaux où on était. Et les corrections qu'on a eues, finalement, elles sont relativement indépendantes de la taille de ce que la BCE achète. C'est très lié à des corrections psychologiques. Mais c'est comme ça aussi qu'on trouve un équilibre. La BCE, elle a bien fait de rappeler qu'elle était là et qu'elle allait essayer d'ajuster son programme d'achat, de le régler pour éviter qu'il y ait trop de volatilité, parce que la volatilité, plus il y en a et plus les taux vont monter, parce que quand vous êtes à zéro et qu'il y a de la volatilité, vous n'avez pas intérêt à garder vos titres. Et donc tout ça fait que petit à petit, on va apprendre à vivre avec un niveau de taux qui est quelque part autour de 0,5, j'en sais rien, sur les bouts, mais par là, au fil des mois qui viennent. Mais il faut rappeler qu'on avait beaucoup baissé avant même que la BCE n'ait acheté quoi que ce soit. Ça change quelque chose quand même d'avoir des taux qui sont plus à zéro ou même en partie négatifs pour plusieurs milliers de milliards en zone euro. Enfin, en termes de valorisation du marché action, parce qu'on sait que le relatif est très important entre le niveau des taux et la valeur des actifs risqués. Actions, là, ça change quelque chose ou... À ce stade, pas encore. Très franchement, les primes de risque sont encore très confortables quand on regarde la prime de risque du marché action. Donc, une hausse de 40-50 BP maintient malgré tout le fait que pour les marchés d'actions, la valorisation relative demeure toujours excellente. Alors ça a été une grosse semaine pour les télécoms aussi là, et on va raconter un petit peu l'histoire. Frédéric, bon, il y a eu une news chaque jour quasiment sur les télécoms. Altice qui achète un premier câbleau aux États-Unis, qui laisse très clairement entendre que le coup d'après c'est pas un petit mais c'est un gros. Time Warner Cable, on a la confirmation aujourd'hui, enfin des sources nous confirment que Altice discute d'un projet de financement pour racheter Time Warner. Ça doit être 45-50 milliards de market cap quand même. Et puis Emmanuel Macron qui douche les espoirs. Le petit regain de spéculation qu'on avait eu sur l'idée d'une consolidation du marché français. Il y a eu beaucoup d'infos là. Oui, et en plus, il va falloir couvrir des zones blanches, c'est-à-dire investir, même CDG, puisqu'on parle de 3G et de 2G, des zones qui sont a priori pas rentables, sinon ça fait bien longtemps qu'on aurait couvert ces zones-là. Donc effectivement, on a un flux d'informations qui sont assez pesantes pour le coup sur le secteur. On le sait, il y avait beaucoup de spéculations, notamment autour de Bouygues. Les choses semblent figées, peut-être figées pour
pour longtemps. Donc la prime de spéculation s'évapore. On voit que sur le secteur, en Europe, des fortunes diverses. Hein. On voit notamment Vodafone qui a après des résultats assez mitigés. Et ça, c'est vraiment une valeur auquel on croit d'ailleurs, s'envoler en bourse de quasiment 10% sur les 3 dernières séances, toujours sur des rumeurs de fusion, faut le savoir. Il y a dans ce secteur quand même toujours une génération de cash flow, même si on n'a pas de croissance, on a toujours des générations de cash flow. Et donc on est toujours dans une possibilité de regroupement, de fusion-acquisition dans l'ensemble du secteur des médias. Mais je pense que le fait marquant peut-être de cette semaine, c'est le fait que finalement M. Draghi est en train de réussir là où peut-être M. Niel n'a pas réussi. Donc on a l'impression qu'on a un changement de main clairement aujourd'hui dans le secteur, avec un taux d'endettement qui semble impressionnant comme ça, mais qui reste toujours maîtrisé au regard des actifs de Numéricable. Donc voilà, c'est peut-être un changement aujourd'hui assez majeur, je pense, du secteur et la vraie réussite pour l'instant de M. Draghi qui réussit là où M. Niel n'a pas réussi et là où M. Messier n'avait pas réussi en son temps. Juste, Time Warner Cable, parce que c'est 45-50 milliards de market cap, c'est grosso modo l'équivalent en montant de ce que Patrick Drahi a déjà racheté depuis un an, hein, c'est-à-dire Numéricable SFR, Portugal Telecom, Virgin, un opérateur en République dominicaine, et puis Suddenlink cette semaine aux États-Unis. Donc c'est faisable en gardant le même niveau de ratio de dette sur EBITDA qui est l'indicateur phare de Patrick Drahi. Bien sûr que c'est faisable. C'est faisable, d'autant plus faisable que l'argent est gratuit. Donc on l'a vu à quelle facilité on arrive aujourd'hui à lever plusieurs milliards sur le marché et à des taux relativement faibles. Non seulement les taux sont faibles, mais en plus le marché en demande. Donc pour lever les fonds, il y a a priori aucun souci là-dessus. Et c'est pas la première fois qu'on verrait un petit croquer un gros. Hein. L'histoire boursière est pleine de ce genre d'histoire. Donc moi j'y crois et je pense que ça peut se faire. Bon, je sais pas si c'est ça que le marché achète aujourd'hui. En tout cas, le titre Altis. Non, aujourd'hui c'est absolument pas ça. Ah bon. Je pense pas. Je pense qu'on est sur une dynamique plus générale derrière de volonté de croissance. C'en est une de plus, mais c'est pas forcément uniquement ça. C'est toute l'histoire qui est en train de se créer autour de cette valeur et l'histoire de M. Draghi. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. On marque une dernière pause. Anton Brender, Candriam et Benjamin Mellman, Edram, Edmond Rothschild Asset Management sont avec nous pendant encore quelques minutes. Je vous rappelle la clôture à moins 0,07% pour le CAC, 5142 points.